Ça, c'est El Capitan, la paroi rocheuse la plus emblématique du monde de l'escalade, et ça, c'est sa face la plus abrupte, le Down Wall. Une falaise de 3000 mètres, catégorisée 9A, l'un des plus hauts niveaux de difficulté en escalade. Pourtant, en 2015, un homme se lance le pari fou de grimper ce gigantesque mur. 7 longues années, c'est le temps qu'il aura fallu à Tommy Caldwell, petit prince de l'escalade, pour arriver en haut du rocher. De son meurtre prémédité en pleine ascension jusqu'à sa montée du mur avec un doigt en moins, laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable de Tommy Caldwell et de sa quête impossible du Down Wall. Tommy Caldwell, the first to free climb the Down Wall. Vous voyez ce mec qui ressemble à un mannequin des années 80 ? C'est Mike Caldwell, le père de Tommy. Son objectif ? Élever Tommy de la façon la plus hardcore possible. Ah mais je rigole pas, hein, le mec l'emmène en montagne à 2 ans et demi et à 7 ans, en guise de première rando, lui fait escalader Longs Peak, une montagne de 4 km de haut. Tout le monde prend Mike pour un énorme taré, mais pour Tommy, c'est une énorme source d'inspiration. Il est toujours positif, toujours plein d'énergie, et c'est lui qui lui apprend réellement à transformer l'adversité en aventure. C'est comme ça qu'à 14 ans, Tommy avait déjà escaladé le Mont Blanc et le Cervin, deux des plus hauts sommets d'Europe, dont certains rêvent toute une vie. Donc forcément, lorsqu'il commence les compétitions 2 ans plus tard, il atomise les grimpeurs de son âge et fait même mieux que certains adultes expérimentés. Il devient rapidement l'un des meilleurs jeunes grimpeurs en escalade libre au monde et est déjà promis à un grand avenir. Mais à 18 ans, Tommy découvre le parc régional de Yosemite, là où se trouve El Capitan, la paroi rocheuse dont je vous ai parlé plus tôt. Après un an d'essai, ils parviennent, lui et son père, à vaincre Salate Wall, une falaise de niveau 7A. C'est la première des 13 grandes ascensions d'El Capitan, la dernière étant bien sûr celle du Down Wall. À ce moment-là, l'idée de gravir ce mur infranchissable germe dans la tête de Tommy, sauf qu'il ne savait pas qu'en attendant, il allait devoir faire face à un tout autre type d'épreuve, bien plus terrible. Vous l'avez vu dans l'intro, Tommy a tué un homme. Mais alors pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'est un connard ou est-ce qu'il a été contraint? Eh bien tout part d'une expédition au Kirghizistan, car ce qui devait simplement être un petit voyage d'aventure s'est vite transformé en scène d'horreur. En août 2000, il se rend là-bas avec sa compagne de l'époque, Bess Roden, et 2 potes à lui, John et Jason. Sauf que ce que le petit groupe ne savait pas, c'est que dans le pays, une guerre faisait rage entre l'armée kirghize et le mouvement islamique d'Ouzbékistan. Le 8e jour, le groupe se réveille en sursaut. Des coups de feu font rage et des balles ricochent dans toute la vallée. Ils regardent alors vers le bas et remarquent 4 hommes agitant leurs mitrailleuses, leur faisant comprendre que c'est soit vous descendez, soit on vous abat. Pas de bol, ils venaient d'atterrir non loin d'une base du mouvement islamique qui s'était installée dans la vallée pour ouvrir une voie de commerce d'opium. Pendant 6 jours, ils sont alors utilisés par leurs ravisseurs comme des boucliers humains. Lorsque la nuit tombe, ils les trimballent comme des jouets et s'amusent à les faire courir devant eux. Et pendant la journée, ils restent allongés dans des dépressions humides, couverts de broussailles pour ne pas se faire repérer par l'armée. S'ils ont malheur de révéler leur position, c'est un aller simple pour l'enfer. Les jours passent et les états de Tommy, Bess, John et Jason s'aggravent. Pas de nourriture, très peu d'eau, là c'est plus leur estomac mais carrément leur esprit qui meurt de faim. D'ailleurs d'après Tommy, à ce moment-là, il avait arrêté de se soucier de s'il était en vie ou non. Mais lors de la 5e nuit, quelque chose change chez Tommy, son instinct de survie se réveille et il sent une force se déclencher en lui. Sa vision nocturne s'améliore et il est conscient de chaque son, de chaque mouvement. Lors de la 6e nuit, il n'y a plus qu'un seul ravisseur pour encadrer le groupe, un certain Sue. Ce soir-là, la petite équipe négocie son chemin sur le flanc abrupt d'une montagne en grimpant de manière tout aussi abrupte. Plus il monte, plus il est clair que Sue devient nerveux hors de son élément. Il commence alors à se tourner vers eux pour avoir des conseils. Quelle prise je peux utiliser? Est-ce que celle-là va me garder en sécurité? Le sang de Tommy ne fait alors qu'un tour. Le rapport de force venait de s'inverser. Il regarde alors Bess, paralysée par la peur. Pendant des jours, elle avait insisté pour ne pas le tuer. Pour elle, mieux valait rester en captivité qu'avoir la mort d'un homme sur la conscience. Tommy était aussi de ce bord, mais soudain, il sent une odeur de pluie flottant dans l'air. Il comprend alors qu'une tempête va éclater et que l'hypothermie aura sûrement raison d'eux. Après avoir pris sa décision, il fixe Bess et suite à un bref échange de regards, elle baisse les yeux, lui faisant comprendre qu'il pouvait enfin passer à l'action. Une fois stabilisé sur une surface plate, Tommy se terre derrière Sue sans faire de bruit et en prenant soin de rester dans l'ombre. Dès qu'il remarque une brèche, il lui fonce dessus. Sue ne voit rien venir, sauf qu'arrivé près de lui, son pied heurte une pierre.
Pas le choix, Tommy attrape la sangle de son pistolet situé sur son épaule, tire aussi fort qu'il le peut et l'enchaîne d'un coup de pied qui le fait tomber dans le vide. Un bruit sourd et sifflant rompt alors le silence venant de très bas. Ça y est, le groupe était sauvé et avait enfin retrouvé sa liberté. Ils sont par la suite rapatriés aux États-Unis et leur histoire est largement médiatisée. Sauf que pour Tommy, la joie est très contenue. Il vient de tuer un homme et rien que cette pensée le terrifie. Pendant les nuits qui suivirent, Tommy fait le même cauchemar en boucle où il se voit pousser sous infiniment dans le vide. Un stress post-traumatique commence alors à s'étendre dans son esprit et son calvaire est loin d'être fini. Alors qu'il était retourné à sa vie quotidienne, un an plus tard, lors de l'hiver 2001, un deuxième clou vient se planter dans sa carrière de grimpeur. En effet, alors qu'il rénove la maison qu'il partage avec Bess, Tommy se coupe les 2/3 de son index gauche avec une scie circulaire. Pour un grimpeur dont la force réside principalement dans ses doigts, c'était le pire accident possible. When my doctor came to the room and he sat down next to me, he said, "Tommy, your finger's dead. We're gonna have to remove it. And I think you should start thinking about what else you want to do in your life because you're not gonna be able to be a professional climber anymore." Impensable. Lui qui avait pourtant dédié sa vie à la montagne depuis son plus jeune âge et qui était destiné à devenir le nouveau roi de la grimpe, est contraint de tout abandonner. Une partie de lui se sent alors comme victime et commence petit à petit à se résigner. Un mort sur la conscience, un doigt en moins, et il avait plus rien à faire dans la montagne. Sauf qu'au milieu de ce brouillard, une pensée arrive à lui faire sortir la tête de l'eau. Celle de son père, qui lui disait souvent que c'est justement ce genre de difficultés qui nous permettent de défier les probabilités. Son stress post-traumatique se transforme alors en croissance post-traumatique. Il avait compris que notre instinct était capable de bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Le seul bémol, c'est qu'on trouve cette capacité que quand on est poussé dans nos limites. Et ça tombe bien parce que là, franchement, Tommy, il peut pas aller plus bas. À sa sortie de l'hôpital, il commence donc à s'entraîner 14 heures par jour pour perfectionner ses forces et combler ses faiblesses. J'ai décidé que ça ne changerait rien à ma vie et je me suis entraîné encore plus dur. Je me suis fixé des objectifs sur lesquels j'avais échoué en ayant 10 doigts et j'en suis venu à bout avec un de moins. Cet accident m'a interdit des compétitions d'escalade mais m'a réorienté vers l'aventure. Il adapte alors son style de grimpe de manière radicale afin de pouvoir continuer à pratiquer l'escalade à très haut niveau. Pour y parvenir, il développe une dextérité exceptionnelle à utiliser ses autres doigts et notamment ses pouces qu'il réussit à renforcer grâce à des exercices spécifiques. Après des années de travail acharné, Tommy a réussi son pari fou et a retrouvé son meilleur niveau malgré son doigt manquant. Mais pour lui, c'est clairement pas assez, son envie de se surpasser est beaucoup trop forte pour qu'il s'arrête maintenant. C'est à ce moment-là qu'il se rappelle de l'existence d'un certain mur de l'Aube dans la vallée de Yosemite, réputé comme infranchissable. Une réputation qu'il serait peut-être temps de faire tomber. Mais alors, pourquoi ces temps ? Bah ouais, c'est le titre de la vidéo et je vous ai toujours pas dit pourquoi. Est-ce qu'il a littéralement mis 7 ans pour gravir le mur ou suis-je un infâme menteur qui joue sur les mots ? Eh bah les deux. Je vais t'enculer. Déjà, mettons les choses au clair. Une falaise de cette difficulté, ça s'escalade pas en one shot en mode je tente, adviendra qui pourra. Non, là on parle d'escalade libre, hein, sans matériel pour s'aider, là il peut compter que sur une corde pour le retenir. Donc oui, on parle de 7 ans de repérage et de préparation, mais de 7 ans absolument nécessaires. Nous sommes alors en 2008 et pour se rendre la tâche plus simple, Tommy envisage le mur comme un immense puzzle. Il envoie des centaines de kilomètres de corde depuis le sommet et descend pour analyser chaque morceau du rocher. Il inspecte chaque détail, chaque caractéristique, chaque bord de la taille d'une pièce de 10 centimes et chaque changement d'angle. Et après un an de recherche intensive, il trouve un passage improbable, une ligne insaisissable de prise qui donne du bas du mur jusqu'au sommet. Cependant, le chemin est tellement périlleux qu'il sait qu'il n'y arrivera jamais seul. Il décide alors d'emmener avec lui l'un des grimpeurs les plus prometteurs du moment, un certain Kevin Jorgensen. Pendant 6 ans, Tommy et Kevin réfléchissent à comment gravir ce rocher, quelle est la meilleure posture, celle qui va créer le moins d'ondulation quand ils vont essayer de se tenir debout. Comment ils vont placer leurs doigts sur ces bords de 3 mm de large, ou encore quelle est la bonne quantité d'équilibre, de position de corps et de jeu de jambes pour escalader cette roche presque vierge. Bref, autant d'énigmes qui leur prendront 6 ans à résoudre. Plus qu'une simple coopération, une véritable fraternité se forme entre les deux grimpeurs, mais surtout une croyance les unit,
celle que ce mur n'est pas infranchissable. Bien sûr, il y a de la peur, énormément de doutes et d'incertitudes, mais pas de pression, car ils savent que cette expérience n'est pas un objectif, mais une opportunité de grandir. En janvier 2015, ça y est, c'est le moment et tout semble enfin possible. De nombreux journalistes se ruent alors dans la vallée de Yosemite pour couvrir l'événement et le retranscrire en direct à la télévision. Le monde entier retient son souffle, car il se pourrait bien là que sous nos yeux se déroule le plus grand exploit de l'histoire de l'escalade. Dès le début de l'ascension, Tommy sent une stimulation hyper puissante, une phase de concentration extrême, comme si plus aucune pensée ne pouvait rentrer dans sa tête. Jour après jour, il ressent l'ampleur du défi dans ses jambes bourdonnantes, mais son énergie, elle, est inépuisable. Malheureusement pour Kevin, au bout d'un moment, ça devient trop dur et il se retrouve coincé dans une section de prise qu'il n'arrive pas à franchir. Il essaye une quinzaine de fois de passer, mais rien à faire, ses doigts sont trop abîmés. À ce moment-là, deux chemins s'offrent à Tommy. Soit il continue seul et a toutes ses chances pour finir l'ascension, qui plus est dans un temps record, soit il redescend pour Kevin au risque de ne pas pouvoir finir sa quête. Après un petit temps de réflexion, la réponse fut évidente. Il décide de redescendre et d'attendre 7 jours supplémentaires pour finir son épopée avec son partenaire. When the climb started, it was, as we talked about, it was all about like seeing where my limits are. It was a very like personal thing. It was kind of all about like me. At first, I would say that we were just kind of like functionally using each other to explore our own personal limit. But after doing it for all these years together, it really became about like this team, right? Like the two of us. By the end, that was like that team element was more important than success. Le matin du 19e jour, nos deux acolytes se réveillent à quelques centaines de mètres du sommet. Ils le savent, leur succès est inévitable et ils ne peuvent contenir leur rire. Une fois le premier pied posé à l'horizontale sur la pierre, ils découvrent avec stupeur qu'une foule en délire les attendait. Leur famille, les journalistes, leurs fans, tous sont là pour témoigner. Ils l'ont fait, ils ont vaincu le Dawn Wall. Après 19 jours sur le mur et 7 ans de préparation, ils ont rendu l'impossible possible. C'est la fin d'une relation de 7 ans avec ce bloc de pierre. Mais chez Tommy, une seule émotion prévaut, la reconnaissance. Il est reconnaissant de tout, de sa famille, de son père, du Dawn Wall, de Sue et même de la scie qui lui a coupé le doigt. D'ailleurs, en parlant de Sue, je voulais vous le garder pour la fin, mais sachez qu'il n'est pas mort ce soir d'août 2000. Ouais, quelques années plus tard, le groupe a appris que Sue avait survécu. Il confia d'ailleurs à un des membres de l'expédition qu'il comprenait pourquoi Tommy avait agi comme ça et qu'il n'en voulait ni à lui ni à aucun membre du groupe. Bref, une belle anecdote pour conclure cette histoire. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonnement, tu connais, et surtout active la cloche car les prochaines histoires arrivent très vite. Hardship is inevitable, so put your goggles on and face into the wind. Thank you so much.